Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une 97e Mondoscopie. Nous sommes le 11 novembre 2025. Avant de débuter notre programme, je voudrais vous annoncer que sortira ce samedi 15 novembre à 11 h sur Paix et Guerre le premier volet d'un trio, je l'espère, mais au moins d'un duo, ça c'est certain, d'entretiens géopolitiquement incorrects avec des personnalités du camp souverainiste patriote français. Donc ce samedi à 11 h, vous aurez le plaisir d'écouter un entretien que j'ai eu avec Florian Philippot, qui préside le parti Les Patriotes. Et le samedi suivant à 11 h toujours, vous aurez Nicolas Dupont-Aignan et moi-même en train de discuter, à vrai dire, des mêmes sujets. Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, évidemment. J'ai demandé aussi à François Asselineau de se joindre à moi pour un entretien et ça devrait, je l'espère, se faire au début de l'année prochaine. L'objectif pour moi, c'était de faire le point, en fait, de leur position sur les questions de politique étrangère, sur la place déjà de la politique étrangère, et sur ce qu'ils aimeraient pouvoir engager comme politique étrangère pour notre pays, l'OTAN, l'UE, l'euro, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Afrique, enfin bref, tout un spectre de questions fondamentales qui ont, à mon avis, un impact aussi sur l'intérieur, sur la politique intérieure. Et donc c'est de tout cela que nous avons parlé, c'était tout à fait passionnant, ça me semblait très urgent, ça me semblait même indispensable, à vrai dire, dans une situation aussi dramatique et dangereuse que la nôtre, que celle de notre pays aujourd'hui. Donc voilà, je vous engage à venir écouter ce premier entretien avec Florian Philippot ce samedi à 11 h et le samedi suivant avec Nicolas Dupont-Aignan. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder 3 points. D'abord, je vais revenir sur la question ukrainienne pour essayer de répondre et d'éclaircir vos idées, si elles ne le sont pas déjà, sur un grand mensonge, en fait, de la guerre en Ukraine. Il y en a toute une série, mais enfin, celui-là, il a quand même des conséquences lourdes sur la poursuite de ce conflit, parce qu'en fait, il déforme notre perception de ce conflit, et notamment des positions et des calculs de la partie russe. C'est la question de la lenteur des opérations russes sur le terrain. Voilà, je vais revenir là-dessus. Deuxième point, je vais parler un peu de ce qui se passe en Syrie, et notamment du pourquoi de la réception en grande pompe, enfin presque en grande pompe, pas tout à fait, mais enfin quand même, du président syrien Al-Shara par Donald Trump. Et troisième point, je ferai un petit développement sur le Venezuela, sur manifestement peut-être la perspective qui s'éloigne d'une intervention militaire américaine et sur les raisons qui motivent cette prudence. Donc, premier point, la Russie. Vous savez, depuis bientôt 4 ans, les analystes occidentaux les plus convenus, on va dire, les plus mainstream, et ils sont nombreux, et ils peuplent non seulement nos plateaux, mais aussi nos centres de réflexion, mais aussi notre diplomatie et nos armées, tournent en ridicule l'armée russe pour le rythme, si vous voulez, de son avance, de ses avances sur le territoire ukrainien, et notamment dans les années 2023-2024, puisqu'au début ça avait été assez fulgurant, mais c'était une opération très limitée. Donc, c'est une question très importante, parce que voilà, ce qu'on dit généralement, enfin, mais on dit des choses d'ailleurs très contradictoires. On dit que la Russie va s'emparer de l'Europe et à l'Europe en ligne de mire. Enfin, on dit en même temps qu'elle n'arrive à rien, qu'elle prend très peu de territoire. Il n'y a qu'à écouter notre ministre des Affaires étrangères récemment, dans ses dernières déclarations. Donc, elle grignote, elle va très très lentement, et donc c'est qu'elle n'y arrive pas, à vrai dire, puisqu'elle veut toute l'Ukraine et qu'en fait, elle n'avance que péniblement, doucement. Donc, évidemment, ça a des conséquences de penser ça,
Parce que on se dit, bon, bah, si elle patine, si vous voulez, si elle avance lentement, si elle n'y arrive pas, c'est qu'on peut poursuivre la guerre et c'est qu'on peut même éventuellement imaginer un jour la gagner et que l'Ukraine va finir par y arriver, qu'on va arriver à épuiser Moscou. Ça veut dire aussi que c'est pas la peine de négocier sérieusement sur le fond du problème, puisque la Russie, comme toujours, est au bord de cet effondrement qui, manifestement, pourtant, n'est absolument pas là. Mais enfin, voilà, on a tout ce blabla, tout ce bruit de fond, et même pas forcément de fond, c'est-à-dire c'est repris par beaucoup de gens, et on explique que bah, ça vient d'un très mauvais commandement, ça vient de mauvaises tactiques, ça vient du fait, après les pièces de machines à laver qui servaient à réparer les missiles, ça vient du fait que voilà, les Russes n'ont pas ce qu'il faut, en fait, pour s'emparer de l'Ukraine, puisque s'emparer de l'Ukraine est leur soi-disant volonté. Bon, en fait, c'est pas du tout ça, et il faut quand même le dire à un moment donné, et je pense l'avoir dit plein de fois, mais enfin, là, je vais revenir clairement dessus. C'était une question au départ de force. La Russie l'a dit, nous battons, c'est pas une guerre de territoire, il ne s'agit pas de prendre l'Ukraine, mais c'est surtout qu'au départ, elle n'en avait pas du tout les moyens en hommes, si vous voulez. À la veille du début, du déclenchement, si vous voulez, de l'opération militaire spéciale russe, donc fin février 2022, les forces armées russes étaient certes beaucoup plus nombreuses en termes de personnel d'actifs, si vous voulez, de forces actives militaires, que les forces ukrainiennes, mais malgré tout, même ce nombre est trompeur. Parce que si vous voulez vous mettre en position offensive, c'est-à-dire capturer les positions défensives des forces armées ukrainiennes, qui quand même depuis des années étaient préparées par nous et étaient retranchées et mises dans des positions très durcies en Ukraine, vous avez besoin évidemment de forces au sol, beaucoup plus que de forces navales ou aériennes, même c'était pas du tout le sujet, forces navales ou aériennes. Bon, et on sait que en doctrine traditionnelle, on va dire, il faut un ratio de 1 à 4, ou plutôt de 4 à 1 quand on est à l'offensive. C'est-à-dire que si vous êtes celui qui veut envahir, il vous faut 4 hommes pour un soldat adverse, en moyenne, 3 à 4. Bon, pour avoir des chances raisonnables de défaire l'armée ennemie. Or, en février 22, la Russie a entamé son opération militaire spéciale avec une armée forte de 280 000, une armée de terre, enfin, forte de 280 000 hommes. Bon. Alors que l'Ukraine avait une armée de terre, à l'époque, de environ 130 000 hommes. Néanmoins, donc, a priori, une force russe beaucoup plus importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y avait pas 280 000 Russes qui sont entrés en Ukraine. Il n'y en a eu que 125 000, soit à peu près autant que d'Ukrainiens en face. Donc, 125 000 sur 280 000 forces terrestres, si vous voulez. Donc, ce simple fait, si vous voulez, si on s'intéressait un tout petit peu aux faits dans ce conflit, on verrait bien que ça n'est qu'une fraction de ce qu'il aurait fallu mettre sur le terrain pour conquérir l'Ukraine. Donc, Poutine n'avait évidemment pas l'intention de conquérir et d'occuper toute l'Ukraine. C'est un énorme mensonge, mais qui a eu un impact considérable parce qu'il a façonné tout le narratif mensonger occidental sur l'impérialisme russe, à l'assaut de l'Europe, pas seulement de l'Ukraine, sur l'escalade, sur l'entêtement de l'OTAN. Enfin, on y est toujours, si vous voulez. On est toujours dans les conséquences de ce mensonge assumé de notre côté, parce qu'on le voyait bien, on le savait bien qu'il n'y avait que 125 000 hommes. Hein, et que donc ça n'était absolument pas le bon format pour prétendre conquérir le pays. Bon.
Alors, on pourrait faire des comparaisons, avec Stalingrad. On se rend bien compte, d'ailleurs, si on revient à Stalingrad, qu'au départ, les forces soviétiques, donc en novembre, enfin été jusqu'à la fin de l'automne 42, les forces soviétiques étaient d'environ 200 000 soldats pour défendre le front de Stalingrad. Ils ont eu des pertes énormes en quelques mois, en 4 mois, et ensuite ils ont commencé à renforcer leurs forces terrestres avec à peu près 50 000 hommes par mois. Et puis finalement, entre décembre 42 et février 43, ils ont rajouté plus d'1 million d'hommes. Et en fait, c'est ça qui a permis de défaire l'armée allemande dans cette bataille. Voilà. Et d'attaquer les flancs allemands, si vous voulez. Et finalement, l'encerclement de l'armée hitlérienne, de l'armée allemande. Donc, et à Stalingrad, le front, c'était du nord au sud 35 km. Là, en Ukraine, on parle d'une ligne de front de 1300 km. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1300 du nord au sud. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut admettre, c'est que c'est au départ le manque de forces vives, de soldats, si vous voulez, terrestres, de soldats au sol, qui est quand même la première raison pour laquelle la Russie a pris des options de guerre d'usure, de guerre d'attrition, de guerre lente contre l'Ukraine, en utilisant au maximum ce qu'elle avait en quantité, c'est-à-dire son artillerie, ses missiles, ses drones, puis ses bombes planantes, pour essayer de compenser finalement son petit format de force terrestre. Bon. À partir de septembre 22, ça change, l'état-major général russe active des plans, enfin met en œuvre des plans pour faire face à ce manque d'effectifs, si vous voulez, et mobilise quand même 300 000 réservistes, et aussi se met à recruter des soldats contractuels, si vous voulez, des soldats qui ne sont pas formellement dans l'armée russe, mais voilà, des contractuels, des contractors, comme on dit. Et évidemment, progressivement, mais assez vite, l'armée russe se met elle-même à devenir de plus en plus importante en format, en volume, grâce à des mobilisations partielles, grâce à ses soldats sous contrat, grâce à des décisions, des décrets présidentiels permettant la force, enfin mettant la Russie, si vous voulez, non pas dans un état de guerre, mais dans un état voilà, permettant de recruter des gens, etc., et aussi de bien les payer d'ailleurs. Alors, il y a un certain nombre de données qui existent, dont les plus récentes, enfin ça s'arrête à novembre, là ça s'arrête au début de ce mois, novembre 2025. Il y a des sources russes, il y a des sources ukrainiennes, il y a des sources occidentales, et notamment suédoises, celles pas seulement du CIPRI, il y a les sources aussi américaines, la ISS. Il y a donc les sources russes, effectivement. Il y a le service du Congrès, service de recherche du Congrès, le département de recherche du Congrès, qui a aussi beaucoup de données très intéressantes. Alors, j'ai un peu regardé tout ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2022 et jusqu'à novembre 25, d'après ces chiffres, en moyenne, attention, je ne vous donne pas des chiffres précis, je vous donne des fourchettes, l'armée russe au total, hein, pas seulement les forces terrestres, l'armée russe au total est passée d'1 134 000 hommes à 1 500 000 hommes. Je parle des hommes actifs, des soldats, si vous voulez, pas de l'ensemble du ministère russe de la Défense, bien sûr. Hein. Je parle des combattants, si vous voulez. Bon, 1 500 000 hommes. Les forces terrestres elles-mêmes, donc seules, sont passées de 550 000 hommes à 760 000 hommes. Les sources ukrainiennes disent qu'en avril 25, donc il y a 6 mois, il y aurait
eu déjà, il y avait en Ukraine 623 000 hommes, troupes de combat, et que la Russie arrivait à recruter, mais j'en avais parlé dans une mondoscopie, environ 8 000 hommes de plus chaque mois. Et donc, si vous voulez, c'est considérable. Hein. On est passé donc de 125 000 voilà, à 623 000 hommes. Bon. Ces sources disent que l'armée russe, c'est la 4e force militaire active. Donc là encore, je parle des troupes de combat, des troupes combattantes. Je ne parle pas de l'ensemble des personnels du ministère russe des armées, de la défense. Donc, 4e force militaire active du monde, mais que si on ajoute ces forces actives, plus l'ensemble des réservistes, plus l'ensemble des paramilitaires, des contractuels, si vous voulez, on arrive à 3 557 000 hommes. Voilà. Je vous laisse imaginer ce que ça peut vouloir dire. Donc, et sur ces 3 500 000, si vous voulez à peu près, en fait, les forces actives, combattantes, c'est à peu près un tiers. C'est un peu plus d'un tiers, 37%. Bon. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la Russie a à peu près triplé, voire quadruplé le format de ses forces terrestres depuis le début de la SMO, de l'opération militaire spéciale. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi la Russie va plus vite désormais. Parce qu'elle a aussi plus de monde pour le faire et elle conduit des attaques plus souvent victorieuses tout le long de la ligne de contact dont je vous rappelle qu'elle fait 1300 km. Okay, Stalingrad, 35, 33. Voilà, pour avoir un petit élément de comparaison. Ensuite, il y avait deux autres facteurs, évidemment, qui ont imposé aux opérations terrestres militaires russes des contraintes et donc la nécessité de baisser le rythme, notamment en 2023-2024. D'abord, c'est qu'il faut entraîner les nouvelles recrues, à la différence de ce que font les Ukrainiens, parce qu'une fois que vous avez signé un contrat avec un soldat, il faut le former, le conscrit. Bon, donc il faut, d'abord il y a une formation de base, on va dire, et puis ensuite il y a une formation, comment dirais-je, avancée, individuelle. Alors en 2023, cette phase de formation a été réduite parce qu'il fallait renforcer le front rapidement. Voilà, c'était la première phase, si vous voulez, la phase où il fallait vraiment changer de portage et changer de niveau. Et maintenant, on est revenu à des types de formation plus allongés, plus étendus. Ça veut dire que la Russie peut se le permettre, donc elle a plus d'hommes. Et ils ont au moins 6 mois de formation avant d'être envoyés au combat. Bon. Et puis le deuxième facteur aussi, c'est quand même Vladimir Poutine et ses ordres. Donc, et sa vision du conflit et le fait qu'il a voulu limiter très très sérieusement les pertes, non seulement dans ses forces, mais évidemment aussi dans les cibles choisies. Donc, il a voulu vraiment, la nécessité à la fois politique, humaine et globale pour le président russe de limiter les pertes dans les rangs de l'armée russe. Ça a forcé évidemment les commandants, de théâtre russes à imaginer de nouvelles tactiques, notamment les bombardements de saturation, des positions avec des positions ennemies, avec des missiles, avec l'artillerie, avec les drones, avec les bombes planantes, avant de pouvoir envoyer des petites unités, pas trop, pour essayer de percer les fortifications ukrainiennes. Et on voit en ce moment qu'on est en train de percer la dernière ligne des villes fortifiées ukrainiennes. Bon. Donc, il faudrait quand même admettre cela. Il faudrait admettre l'évidence de cette disproportion. Il faudrait pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même entré dans une phase extrêmement immorale, en fait, de plus en plus immorale,
du point de vue occidental dans le prétendu soutien à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'on est en train de pousser les forces ukrainiennes à se sacrifier. Je ne parle pas seulement des 10 000 soldats là, qui sont en train de se rendre autour de Pokrovsk, de Kupiansk et de toutes ces villes, plusieurs dizaines de milliers d'ailleurs. Je parle d'une manière générale, c'est-à-dire on est en train de poursuivre un bain de sang totalement inutile, totalement scandaleux au plan moral, à vrai dire, pour les responsables occidentaux qui s'y prêtent et qui l'encouragent et qui continuent à faire croire aux Ukrainiens et à faire parler Zelensky dans ce sens sur le thème « on peut encore gagner, il faut qu'on y aille », notamment les Britanniques dont le slogan maintenant c'est « maintenir l'Ukraine dans le combat », n'est-ce pas? C'est le grand slogan, on va maintenir l'Ukraine dans le combat. C'est un combat perdu, c'est un combat perdu. Donc ce sont des milliers d'hommes qui meurent pour rien depuis déjà des mois et manifestement ça n'est pas prêt de s'arrêter. Donc là on est vraiment, c'est vraiment très grave. On voit bien que les opérations russes accélèrent et se poursuivent. Au nord, à Kharkov, bien sûr dans l'oblast de Donetsk, avec Pokrovsk qui tombe, avec sa ville jumelle qui ne va pas tarder, qui est encerclée aussi, après Kupiansk, avec Kramatorsk, avec... voilà, et même les bombardements à Kiev maintenant se font assez fréquemment. Donc c'est un supplice complètement inutile au plan militaire, et c'est un supplice qui vise juste à satisfaire notre vanité et notre rage, et qui en fait est en train de détruire la crédibilité occidentale, et notamment la crédibilité européenne, puisque certes les Américains trouvent leur compte à cela, parce que finalement on dépense de l'argent pour leur acheter des armes qu'on va donner à l'Ukraine, donc ils font du fric hein, en quelque sorte, et c'est sans doute aussi pour ça que Trump n'est pas cohérent avec ses déclarations initiales et se laisse embringuer dans les délires néoconservateurs et du complexe militaro-industriel américain. Mais on est vraiment dans une situation de plus en plus déplorable et je dirais de plus en plus indéfendable politiquement. Et il est gravissime que sur les plateaux de nos malheureux médias mainstream, il n'y ait personne qui ait le courage de dire cela et d'expliquer que la ligne de front ukrainienne est devenue un vaste emmental et que les soldats veulent se rendre et que Zelensky les encourage à continuer à aller se faire buter pour rien, mais que là on est vraiment à un stade très avancé, non seulement de démoralisation, mais de volonté finalement à préférer déserter plutôt que d'aller se faire tuer en pure perte. Voilà, donc ça, je voulais quand même vous expliquer, vous donner quelques éléments chiffrés pour comprendre pourquoi est-ce qu'on dit, pourquoi la Russie vacille lentement. Voilà, pourquoi la Russie vacille lentement. Il y a des vraies contraintes et il y a aussi des partis pris, je dirais, politiques du pouvoir russe. Voilà. Et la grande question, c'est est-ce qu'il va s'en tenir à ses partis pris ou est-ce qu'il va vraiment devoir accélérer devant notre entêtement et notre aveuglement? Je ne sais pas. Vouloir accélérer et aller jusqu'à Odessa et aller trop loin. Chers amis, je profite de cet instant pour vous parler d'Incogni, notre partenaire du jour qui sponsorise cette vidéo. Avant de vous parler d'Incogni, je dois vous parler des data brokers. Ce sont des entreprises spécialisées dans la collecte et la revente de données personnelles. Elles récupèrent nos informations de plusieurs façons, en exploitant des fuites de données, en rachetant ces données à des sociétés comme Amazon, Google, Meta, ou simplement en analysant nos profils publics sur les réseaux sociaux. Leur objectif, c'est de récolter un maximum d'informations sur nous. Identité, contacts, habitudes en ligne, historique d'achat, etc. Et ensuite de revendre toutes ces informations à d'autres sociétés, d'autres entreprises qui nous ciblent ensuite avec de la publicité intempestive, des spams ou pire, qui alimentent des bases de données dont on n'a même pas connaissance. Autant dire que c'est un vrai problème de vie privée et je suis sûre que vous n'en aviez pas conscience, comme moi d'ailleurs.
Alors, comment s'en protéger? En Europe, grâce au RGPD, dont vous avez forcément entendu parler, nous avons le droit d'exiger la suppression de nos données personnelles. Mais en pratique, c'est très compliqué à faire. Ça peut prendre des mois, des années, parce qu'il y a des centaines de data brokers dans le monde et il y en a de nouveaux qui apparaissent tous les jours. C'est là qu'Incogni entre en jeu et c'est tout simple, à vrai dire. Vous vous inscrivez sur incogni.com, vous indiquez votre nom, votre prénom, votre email et le service retrouve vos données dans toutes les bases existantes. Vous autorisez Incogni à contacter ces entreprises en votre nom et à leur imposer la suppression de vos données personnelles. Et c'est tout. Incogni fait le reste. Vous pouvez suivre l'avancement d'ailleurs de ce qu'ils font sur leur site. Tout est automatique et vos données sont supprimées en continu. Si vous voulez faire le test, je vous invite à utiliser mon code en passant par le lien qui est en description. Et en plus, vous bénéficierez de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Donc, il n'y a pas tellement à hésiter, à vrai dire, parce qu'Incogni, c'est de fait un outil indispensable de protection de notre vie privée. Deuxième point, je vais vous parler de la Syrie. Mais avant ça, si ce que je vous raconte vous intéresse, likez, partagez cette vidéo, inscrivez-vous sur PayGuerre, c'est tout simple, il suffit d'appuyer sur s'inscrire, s'abonner à la chaîne, puis d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous en voulez plus, vous savez que vous pouvez appartenir au cercle des amis de PayGuerre pour une somme modique mensuelle et que je fais pour vous un certain nombre de contenus exclusifs en plus et aussi un grand direct où on se parle pendant 1h30, une fois par mois. Donc voilà, je vous invite à le faire, ce serait formidable. Et puis bien sûr, il y a Tipeee, enfin voilà, vous pouvez nous soutenir de diverses façons. Donc deuxième point, la Syrie, cette espèce de pacte avec le diable. Donc vous savez que eh bien aujourd'hui, Al-Jolani, Al-Shara, sous son nouveau nom, le dirigeant syrien s'est rendu à la Maison-Blanche pour une espèce de séance, de rencontre bien sûr avec Donald Trump, et tout ça dans une mise en scène surréaliste. Il y a des films, il y a des photos de son arrivée devant la Maison-Blanche qui sont absolument ahurissantes quand on sait qui est cet homme. Et c'est vrai que si vous voulez, c'est les ultimes sommets du cynisme. Parce que là, on est dans le sommet du cynisme le plus abouti. On est tout en haut. C'est l'Himalaya du cynisme international, si vous voulez, et du cynisme américain, naturellement. Parce que finalement, c'est à Al-Qaïda qu'on rend sa grandeur. Hein. C'est plus à l'Amérique, hein, c'est Make Al-Qaïda Great Again. C'est quand même un homme qui, il y a encore quelques mois, faisait l'objet d'un avis de recherche, si vous voulez, dans lequel on offrait 10 millions de dollars, c'était le FBI qui offrait 10 millions de dollars pour son arrestation, pour sa capture, en tant qu'ancien chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda, et avant cela, bien sûr, ancien numéro 2 de l'État islamique. Rien de moins que les coupeurs de tête qui ont semé la terreur pendant des années, n'est-ce pas, soi-disant combattus, n'est-ce pas, par nos forces occidentales, parce que quand même, là aussi, il y aurait beaucoup à dire. Donc, si vous voulez, on est au sommet du double discours. Bon, alors, pourquoi alors, c'est vrai que Jolani est aussi allé voir Poutine il y a un mois. Bon, mais en même temps, la Russie vis-à-vis d'Al-Qaïda et d'ailleurs de l'État islamique, qu'elle a très très fortement et avec succès combattu en Syrie, je dirais même plus que les Américains à mon avis, la Russie n'est pas tout à fait dans la situation des États-Unis vis-à-vis d'Al-Qaïda. Je rappelle qu'Al-Qaïda, c'est la principale menace pour les États-Unis. En tout cas, c'est considéré comme tel. Ce sont les responsables de l'organisation des attentats du 11 septembre 2001. Donc, si vous voulez, l'ancien numéro 2 d'Al-Qaïda ou l'ancien chef de la branche syrienne d'Al-Qaïda, reçu en grande pompe par Trump à la Maison-Blanche, c'est au-delà du grand guignol. Enfin, ça fait froid dans le dos. Voilà, ça fait vraiment froid dans le dos. Bon,
Je veux bien que cet homme soit revenu à des pensées amènes, qu'il n'ait à l'esprit et au cœur que l'avenir harmonieux et la cohabitation harmonieuse des communautés en Syrie. Enfin, il faut arrêter de nous prendre pour des poulets de 6 semaines. Voilà. Que l'Amérique reçoive l'ancien chef d'Al-Qaïda en Syrie en grande pompe à Washington, à la Maison-Blanche, c'est quand même très très lourd de sens dans le bureau ovale et ça devrait d'ailleurs pousser un certain nombre de gens à se poser un certain nombre de questions. Bon, donc voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec la Russie, même si c'est quand même le sujet parce que finalement, là encore, les États-Unis et la Russie sont dans une sorte de rivalité, non pas pour les bonnes grâces de Jolani, mais pour pouvoir garder ou réimplanter leur position en Syrie. D'ailleurs, Jolani, vous savez, il y a encore mieux, il a quand même joué, il a fait des paniers de basket avec des généraux du CENTCOM, hein, donc c'est le commandement central américain quand même, avec son chef, Brad Cooper, pas Bradley, mais Brad Cooper tout court, et aussi d'ailleurs le commandant de la coalition anti-Daesh internationale en Irak, qui s'appelle Kevin Lambert. Donc ils ont fait ça. Voilà, c'est sympathique. Ces gens qui, en fait, étaient chargés, ou leurs prédécesseurs, d'avoir sa tête. Voilà. Donc, tout ça, pourquoi? Tout ça, eh bien, parce qu'on parle, et à mon avis, on mène des négociations américano-syriennes pour assurer une présence aérienne américaine à l'aéroport international de Damas. Pourquoi? Toujours pour aider Israël, c'est-à-dire pour contribuer à la surveillance du corridor israélo-syrien. Alors certes, les Syriens ont démenti ces allégations, mais il est quand même très probable que ce soit cela, parce qu'on sait très bien que les Russes, de leur côté, sont très impliqués avec Jolani et eux discutent du maintien de leur base de Tartus et de Haïmim, leur base militaire, et que Al-Shara, là-dedans, il fait monter les enchères, il essaie d'obtenir un maximum, et il essaie aussi d'équilibrer les influences au sein de son pays, parce que c'est très compliqué entre les Russes, les Américains, les Israéliens, les Turcs. Bon, donc, on est toujours dans une phase de chaos et de confusion au Moyen-Orient. Israël poursuit ses opérations à Gaza, ça n'est pas fini. On en parle beaucoup moins depuis qu'il y a eu ce cessez-le-feu et tout ce show, mais néanmoins, malheureusement, le calvaire des Gazaouis n'est pas terminé. On parle aussi de résurgence du Hezbollah et d'un nouveau conflit avec le Hezbollah. Alors, tout ça, ça repose finalement la question de mais que font encore les États-Unis? Que peuvent encore faire les États-Unis au Moyen-Orient? Et qu'ont-ils finalement réussi d'une manière générale dans cette immense lutte à couteau tiré entre les Américains d'une part, les Russes, les Chinois et les Iraniens de l'autre, les Américains pour conserver leur hégémonie mondiale ou pour essayer de la rétablir. Et là c'est vrai qu'il y a... Voilà, on peut le voir de différentes façons, si vous voulez. Il y en a qui expliquent que finalement, que ce soit Biden ou que ce soit Trump, eh bien, la politique étrangère américaine, sous ces deux présidents, n'est pas si mauvaise dans ses résultats. Finalement, sous Biden, la Russie a été provoquée dans un conflit interminable qu'elle ne paraît pas pouvoir gagner, où elle épuise ses ressources, où elle épuise ses effectifs. Elle n'a pas pu venir au secours de son allié syrien, de Bachar el-Assad. La Syrie est retombée dans les mains des islamistes, en fait, soyons clairs. Bon. L'Iran est quand même dans une posture très compliquée, et là aussi la Russie, qui reste son allié,
a du mal probablement, ou doit mesurer en tout cas son aide et son soutien à l'Iran dans les menaces qui sont celles auxquelles il doit faire face, c'est-à-dire israéliennes et américaines. On peut dire aussi que Trump, là c'est Trump, a réussi, là, avec cette fameuse route dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, la TRIP, à récupérer, à faire retomber l'Arménie sous la coupe de l'Azerbaïdjan, finalement, et désormais un peu plus du Kazakhstan, où là aussi l'influence américaine se développe. Et il a réussi à pousser finalement la Russie dans les bras de la Chine. Alors, certains disent que les Américains veulent découpler la Russie de la Chine, mais on peut aussi dire que finalement les Américains ont réussi à couper la Russie de l'Europe et à les pousser dans le bras de la Chine et que c'est un peu le baiser de la mort. Bon, donc finalement, il y en a certains qui disent, bah écoutez, le bilan n'est pas si mauvais, les États-Unis ne sont pas si nuls, en Asie centrale, l'influence américaine se développe. Là aussi, je vous en ai parlé dans les clés du monde. Le Kazakhstan vient de conclure un important accord économique avec les États-Unis, portant sur les ressources, portant sur les minéraux, alors qu'il était quand même avant vraiment sous orbite soviétique, et que c'est aussi un champ de bataille entre la Russie et la Chine. Donc finalement, tout n'est pas fichu, si vous voulez, pour l'Empire. Bon, alors évidemment, il reste l'Iran. Qu'est-ce qui va arriver à l'Iran ? La Russie ne l'a pas vraiment aidé au moment des bombardements israéliens. Est-ce que ça va nuire à leurs relations ? Bon, là, je serais beaucoup plus mesurée. Enfin, il y a le Venezuela. Alors là, ce sera mon troisième point, mais on peut dire que les États-Unis aussi, si on regarde ça du point de vue, si vous voulez, de la lorgnette américaine et de la lorgnette néoconservatrice américaine, et donc en cherchant le verre à moitié plein du côté américain, on peut se dire qu'après tout, les Américains sont en train de taper un peu partout dans la fourmilière sud-américaine, d'essayer de rétablir la doctrine Monroe, et que, en déstabilisant les uns, les autres, les Colombiens, les Vénézuéliens naturellement, mais ça fait très longtemps, et que tout ça, après tout, c'est pas mal. Ils se sont rappelés au bon souvenir de tout un tas de gens, et ils ont rappelé qu'ils n'en avaient pas fini avec eux, et qu'ils pouvaient encore leur faire beaucoup de mal et les déstabiliser de multiples façons. Bon, évidemment, ce n'est pas une politique très positive, ni très séduisante. Voilà, ça ne veut pas dire que leur crédibilité ou leur influence au plan positif est bonne, mais elle existe. Elle existe. C'est plutôt la capacité de nuisance qui est toujours là. Bon. Donc, et c'est vrai que la Russie est un peu en retrait depuis une petite dizaine d'années vis-à-vis du Venezuela, vis-à-vis maintenant de l'Arménie, vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis du Kazakhstan, vis-à-vis peut-être de l'Iran. Voilà. Bon, il reste l'Afrique, là c'est encore, enfin l'Afrique noire, là c'est encore une autre affaire. Donc, quant à l'Ukraine, bon oui, effectivement, la Russie gagne sur le terrain, mais la Russie est quand même embringuée dans une opération longue, coûteuse, pénible, dangereuse, idiote, voilà, et tout ça c'est grâce à nous, n'est-ce pas ? Soyons fiers. Soyons fiers, c'est très très bien, c'est très intelligent, et c'est tout à fait l'intérêt de l'Europe. Voilà, je suis ironique naturellement. Voilà, mais les Américains, eux, sont ravis. Ils ont cassé le lien Europe-Russie, c'est tout ce qui les intéressait, en grande partie ce qui les intéressait. Alors, évidemment, ça c'est le verre à moitié plein côté américain. Si on regarde le verre à moitié plein côté le reste du monde, c'est-à-dire les BRICS, les Chinois, les Russes, les autres, les Iraniens, on peut dire que tout ça, c'est une vision un peu générale, un peu vague, un peu surtout caricaturale, et que les États-Unis, non seulement ont réussi à se faire détester à peu près de tout le monde, qu'Israël, n'en parlons pas, qu'Israël n'est pas non plus en bonne posture, y compris pour les équilibres politiques internes, après tout ce qui s'est passé à Gaza. Il y a quand même de très très fortes, ça tangue, si vous voulez, en Israël, au plan politique. Il y a une sorte de chaos, bon.
Donc tout ne se passe pas si bien que ça pour l'Empire, si vous voulez. Et puis surtout, au plan du pouvoir de Donald Trump, on peut dire que toute la dynamique qu'il avait réussi à créer autour de MAGA, autour de Make America Great Again, a été quand même très sérieusement abîmée par son alignement fou sur les desiderata d'Israël et par le divorce face au réel, face aux images de ce qui se produisait dans la bande de Gaza, notamment au divorce progressif d'une partie de son électorat républicain qui, en fait, n'avale pas la potion, si vous voulez, n'avale pas la potion. Il se dit que la cote de popularité de Trump aurait chuté de 50% auprès des 18-29 ans depuis début 25, depuis sa prise de fonction, pardon. Donc c'est vraiment... Et puis enfin, au plan économique, on peut dire que la guerre qu'il a lancée, Urbi et Torbi, la guerre des tarifs douaniers, n'a quand même pas un impact très positif. Il en est réduit à des expédients, à des propositions de prêts hypothécaires sur 50 ans, des dividendes, des petits dividendes basés sur les droits de douane, tout ça. C'est pas l'âge d'or, hein, c'est loin de ce qu'il avait promis, du moins. Et en fait, on voit bien que les États-Unis sont en train de ramer, en fait, pour éviter une forme d'effondrement économique et financier. Tout cela sans parler, bien sûr, de la victoire du démocrate Mamdani à la mairie de New York, qui évidemment est un pro-palestinien militant. Et donc on voit bien que, si vous voulez, tout ce qu'avait réussi à faire au plan politique Trump pour se faire réélire remarquablement, largement, au-delà d'ailleurs au-delà de, si vous voulez, il avait réuni non seulement au sein des républicains, les jeunes, les vieux, les ouvriers, les élites, etc., mais il avait aussi pris une partie de l'électorat démocrate. Donc tout ça, c'est de nouveau très abîmé, ça a été très abîmé par son alignement complet sur Israël. Et puis pendant ce temps, évidemment, les autres avancent. Hein. Les autres ne se contentent pas de mourir parce que l'Empire veut continuer à dominer. Les autres avancent, et notamment la Chine, qui commence à dominer quand même la course à la suprématie mondiale dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine des énergies vertes, des énergies propres, où elle surpasse manifestement tous les pays occidentaux en matière de production. Et ça, c'est The Economist qui le dit. C'est pas moi, c'est pas les Chinois, c'est un article de The Economist. Alors, d'après cet article, le pays aurait installé 900 gigawatts de capacité solaire, soit plus que l'Europe et les États-Unis réunis. C'est-à-dire, en plus, il y a une vitesse, si vous voulez, il y a un problème d'échelle et de rythme. Et en fait, on est complètement distancé. Donc l'année dernière, en 2024, la Chine a produit 1826 TWh d'électricité grâce à l'énergie solaire et éolienne, c'est-à-dire 5 fois l'équivalent énergétique de toutes ses ogives nucléaires. Ça, c'est quand même intéressant. La Chine est devenue, toujours selon The Economist, une nouvelle superpuissance énergétique capable de produire près d'1 térawatt d'énergie renouvelable par an, c'est-à-dire l'équivalent de 300 grandes centrales nucléaires. 300 grandes centrales nucléaires. Bon. Donc, si vous voulez, le coût de l'énergie pour les Chinois ne cesse de baisser et la demande intérieure, du coup, stimule la croissance. Donc, ils sont en train de se sortir de la phase difficile où ils se trouvaient encore il y a ne serait-ce qu'un an. Bon. Donc, la Chine a déjà dépassé la plupart des engagements climatiques pris après l'accord de Paris et prévoit de doubler au minimum sa capacité de production d'énergie renouvelable et de réduire ses émissions d'ici à 2035. Donc, le procès qui lui était fait facilement
par le monde occidental sur le thème « Ah ben, elle ne veut rien faire, la Chine, bien sûr, elle a une croissance folle, mais c'est une croissance sale, etc. » En fait, c'est terminé. Ils sont en train de nous battre à plate couture en matière d'énergie verte, ce qui était quand même notre leitmotiv, notre avantage comparatif, n'est-ce pas, idéologique et aussi concret, prétendu, voilà, en tout cas annoncé comme tel. Là, on est en train de se faire tailler des croupières, mais clair et net. Bon, donc, Pékin exporte, je continue cet article parce que c'est très intéressant, et là encore, personne n'en parle ici, naturellement, ça doit rendre malade les artisans de l'accord de Paris. Pékin exporte également activement ses technologies. Les pays en développement où se jouera l'issue de la lutte contre le changement climatique deviennent les principaux consommateurs de panneaux solaires et d'équipements de stockage d'énergie chinois. Voilà. Dans le même temps, la transformation énergétique de la Chine est motivée non pas par l'altruisme, ça évidemment, mais par le pragmatisme. Le pays réduit ses propres risques climatiques, de pollution, etc., et renforce sa position économique globale. Bon, c'est clair, c'est net. Voilà, ça se passe de commentaires. Donc, on voit bien, si vous voulez, on peut effectivement, comme je l'ai fait, je me suis prêtée à l'exercice, regarder du point de vue américain tout ce qu'ils ont soi-disant réussi, c'est-à-dire semer la zizanie dans un certain nombre de parties du monde, mais en fait, ils sont en train de se faire battre sur le fond par leurs pires compétiteurs chinois. Et puis surtout, la méthode américaine, si vous voulez, ça reste une méthode extrêmement inégalitaire, c'est-à-dire ce n'est pas la société américaine, ce n'est pas les classes laborieuses ou même moyennes américaines qui l'emportent. C'est comme d'habitude la grande élite, la super élite, hyper technologique, la Silicon Valley, les boîtes d'intelligence artificielle, etc. Tout ça, évidemment, c'est tiré vers le haut dans une sorte de bulle dont on verra ce qu'elle va devenir, mais en tout cas très importante. Mais pour le reste, les gens ordinaires, les centaines de millions d'Américains ordinaires quand même, n'y trouvent pas forcément leur compte. L'inflation augmente. Les gens, j'en ai parlé dans une clé du monde, dans la dernière, je crois, consomment de moins en moins parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont plus assez, parce évidemment, ils ils limitent leur loisir au maximum. Ça, c'est typiquement des comportements d'inquiétude, si vous voulez, pour les consommateurs. Il y a plus de superflu. Voilà, c'est la première chose qu'on enlève, le superflu, quand on a des problèmes financiers. Et donc, c'est bien gentil de continuer à faire croire que l'Amérique fait des super deals, etc., des milliardaires, et elle en a plein, évidemment, en essayant de continuer à piquer les ressources des uns et des autres. Mais ça ne va pas suffire, et c'est pas très attractif, c'est pas un modèle très attractif. C'est un modèle de prédation de plus en plus décomplexé, de plus en plus pur, si vous voulez, dans son essence, qui fait plutôt peur, voire qui dégoûte. Bon. Alors évidemment, il y en a qui le disent. Hein. Le président colombien ne se prive pas de le dire. Bon, il faut dire qu'il est sous menace, sous chantage, sous intimidation américaine. Bon, troisième point, je termine. Le Venezuela. Alors, pour l'instant, on a l'impression que Donald Trump a levé le pied sur ses projets fous d'aller envoyer des commandos ou pire au Venezuela pour renverser le gouvernement qui ne lui obéit pas de Maduro, en expliquant que c'est un trafiquant de drogue, en expliquant tout un tas de choses. Alors, pourquoi semble-t-il reculer ? Eh bien, peut-être parce que il a pu lire un mémo, peut-être parmi d'autres, mais en tout cas ce mémo, d'une petite coterie, enfin, c'est pas une coterie, c'est un petit groupe d'anciens hauts responsables du monde du renseignement américain au sens large, hein,
au sein du département d'État, de la CIA, d'autres agences américaines, etc. Et ce groupe qui s'appelle les VIPS, Veteran Intelligence Professionals for Sanity, donc lui envoie des mémos, régulièrement. Alors là-dedans, il y a des gens qu'on entend fréquemment, les Ritter, les Johnson, mais il y en a d'autres. J'ai la liste, on en voit qu'on entend moins, mais qui sont des gens très sérieux. Et donc, ces gens-là donc lui ont fait part de leurs préoccupations en lui disant qu'ils prenaient de très, très gros risques ils prendraient de très gros risques à lancer des actions, même secrètes, même simplement des actions secrètes au Venezuela, et il lui demande d'exiger que la CIA lui fournisse de véritables options et de véritables renseignements, parce que se lancer comme ça en aveugle dans une guerre non provoquée contre un gouvernement sud-américain, même si on l'a affaibli par des sanctions dans tous les sens depuis 20 ans, tout ça risque de déclencher une conflagration beaucoup plus large et, à vrai dire, c'est ça leur inquiétude, de voir entrer en lice, pour protéger ce pays, la Chine et la Russie. Voilà. Et donc, ça ne servira à rien, c'est extrêmement dangereux. Il n'y aura pas de gouvernement pro-américain à la place de Maduro. Ils ont essayé avec Guaido, ça n'a pas marché. Et donc, voilà, ils alertent sur le fait qu'il y a des luttes intestines dans l'appareil de renseignement américain, que c'est très, très politisé, comme d'habitude, et que donc il y a des pressions flagrantes pour qu'en fait... mais ça, moi, je l'ai connu aussi, hein, pour que les analystes donnent les réponses qu'on attend. Soit que le président attend, soit que les gens influents autour de lui attendent pour le pousser à prendre telle ou telle décision. Donc c'est extrêmement grave. Hein, ça veut dire choisir les infos, ne pas parler de certaines choses, appuyer sur d'autres, classer vertical ce qui dérange et ce qui gêne dans le raisonnement. Classer vertical, ça veut dire poubelle. Et donc, si vous voulez, il y a des gens autour de Trump qui seraient assez contents de trouver un prétexte pour une intervention militaire directe au Venezuela. Bon, donc, il y a manifestement eu, notamment au sein du département d'État, l'invisibilisation, si vous voulez, d'opinions qui ne coïncident pas avec celles de Marco Rubio, en l'espèce. Et aussi, il y a eu le licenciement de certains responsables du renseignement, chevronnés, d'analystes importants, qui faisaient des analyses qui n'allaient pas dans le sens de cette intervention et qui contredisaient les allégations de l'administration, notamment selon lesquelles le président vénézuélien Maduro serait en fait un chef de cartel, hein, ni plus ni moins, et contrôlerait des gangs, l'utiliserait pour attaquer les États-Unis, etc., etc. Et donc, il y a eu des pressions. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire pression sur un certain nombre de gens, d'analystes, et les faire taire, en fait, ou les faire baisser d'un ton et être moins honnêtes dans leurs analyses? Eh bien, on fait quelques exemples. C'est-à-dire, on en prend quelques-uns, on les vire, etc. Comme ça, les autres se disent, oula, ça peut être moi la prochaine fois, bon, je vais me taire. Je vais m'écraser, quoi. Je vais arrêter de parler, arrêter d'écrire, arrêter de réfléchir. C'est encore le plus simple. Arrêter de réfléchir et obéir benoîtement. Bon. Donc, tous ces vétérans là, du groupe des VIPS ont dit, écoutez, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça s'est passé, évidemment, tout le monde s'en souvient, en 2003, sur la question des armes de destruction massive en Irak. On se souvient quand même de ce qui en a résulté, cette guerre folle. Et hors de prix en plus. Et donc ces gens, en fait, disent que bon, ça fait depuis Chavez, donc au tournant du siècle, hein, c'était 99,
que les États-Unis se sont jetés sur le Venezuela et essaient de faire... ils ont essayé de virer Chavez, ils ont essayé... Ça fait 25 ans que ça dure. Bon, donc il y a eu une répression, il y a eu une déstabilisation, il y a eu des sanctions, il y a eu des pressions, il y a eu des intimidations, il y a eu du chantage. Et tout ça, certes, a paralysé l'économie du pays, mais le résultat, c'était quoi? C'est un exode massif, notamment vers les États-Unis. C'était une violence généralisée. Voilà, les actions, les opérations de la CIA, c'est-à-dire toujours la même chose, financer, armer les opposants, tentative d'assassinat, tentative de renversement des gouvernements Chavez et Maduro. Tout ça, finalement, c'est désastreux parce que Maduro, il a quand même réassuré du coup son emprise sur d'abord son soutien populaire, le soutien dont il bénéficie auprès de la population. Ensuite, son emprise, y compris sur l'appareil militaire dont les Américains espéraient qu'il allait se retourner contre lui en dépit des sanctions, tout ça. Finalement, il y a eu un exode de millions de Vénézuéliens, parce que les sanctions étaient pétrolières et le Venezuela vit quasiment à 100%, à 90% de l'industrie pétrolière. Donc, mais ça a abouti à quoi? Un exode, en fait, vers les pays voisins, vers les États-Unis. Et finalement, bien sûr, il y a toujours des gens qui cherchent sans doute à aider les Américains et qui s'imaginent qu'un changement de régime serait favorable. Et il y a certainement des militaires qui ont été suffisamment achetés et qui y croient eux-mêmes. Mais dans l'ensemble, l'armée, pour l'instant, n'a pas suivi, parce qu'elle a peur aussi du sort qui peut l'attendre avec un nouveau gouvernement, si vous voulez. Donc, voilà. Ensuite, l'administration américaine a déclaré que Maduro était le capot du cartel de Los Soles. Tout ça n'est pas prouvé. Tout ça, il n'y a pas de... le Venezuela ne produit pas de drogue, n'est pas impliqué directement dans son transport. Si vous voulez, tout ça, on invente des faits, on monte des choses, on monte la sauce pour créer un prétexte pour intervenir. Mais c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux et les opposants qui soutiennent les États-Unis ne sont pas en bonne posture politique, en tout cas pour l'instant. Et de toute manière, c'est pas parce qu'ils arriveraient au pouvoir que subitement le Venezuela deviendrait une démocratie. Vous me direz, à mon avis, ça n'est pas non plus l'objectif américain véritable, c'est plutôt piquer le pétrole. Mais bon, en tout cas, la politique de pression maximale américaine, en fait, fait juste passer l'Amérique les États-Unis pour des tyrans dans toute la zone. Et donc, cette idée de vouloir remettre en place la doctrine Monroe de chasse gardée américaine en Amérique latine a des limites évidentes. Évidemment. Pourquoi? Toujours de la même chose, parce que le monde a changé, le monde a basculé, parce qu'il y a des puissances qui résistent, et de fortes puissances qui résistent, parce que tous ces pays, qui autrefois étaient dans la main des Américains parce qu'ils n'avaient pas le choix, peuvent maintenant se rapprocher des BRICS, peuvent se rapprocher de la Chine, peuvent se rapprocher de la Russie, et que donc, cette idée d'une intervention militaire américaine est essentiellement dangereuse. Ils ont déjà tué un certain nombre de dizaines de gens qui étaient probablement pas forcément tous coupables, ou pas du tout même, dans des bateaux, soi-disant parce que ces bateaux transportaient de la drogue vers les États-Unis. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Donc là encore, c'est bla 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 bla. Et donc, si vous voulez, les menaces de coup d'État, c'est de plus en plus contre-productif. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et donc, ces vétérans disent à Trump, écoutez, essayez d'obtenir, exigez de vos services de véritables informations, de véritables analyses, de véritables preuves aussi des moyens qu'auraient les services américains éventuellement de mettre en place un gouvernement alternatif qui nous soit favorable, si vraiment c'est ce que vous souhaitez.
Bon, il rappelle l'affaire de John Bolton. John Bolton avait manifestement été convaincu par la CIA que les militaires vénézuéliens allaient passer à l'action lorsque le président Juan Guaidó, celui qui a échoué contre Maduro, les a appelés à passer à l'action et à se soulever en avril 19 pour renverser Maduro, mais ça n'a pas marché, ça n'a absolument pas marché. Bon, donc, voilà, ils appellent vraiment à la prudence et ils appellent à bien réfléchir parce que ça peut être le spectre d'une guerre beaucoup plus large avec le Venezuela, mais aussi avec ses soutiens étrangers, parce qu'il est quand même assez improbable que la Russie et la Chine puissent rester sans rien faire à regarder les États-Unis s'emparer du Venezuela et de ses richesses et ne pas répondre à des frappes américaines de missiles ou même des drones sur le territoire souverain vénézuélien et sur les installations militaires et civiles. Donc en gros, ils expliquent qu'il y aura une escalade, c'est presque inévitable. Bon. Et que les navires américains au large des côtes vénézuéliennes ne seront pas à l'abri de missiles anti-navires côtiers, et sans parler de la nouvelle torpille russe, la Poséidon. Bref, voilà. Ils reviennent même sur la baie des Cochons, sur 1961, où en fait les analyses de la CIA n'avaient pas été sollicitées pour fournir des évaluations de renseignements, et que Kennedy avait été trompé en fait par le chef de la CIA qui s'appelait Allen Dulles. Et on avait fait croire à Kennedy que le peuple cubain allait renverser Castro, etc., etc., etc. Et en fait, ça avait été un désastre, hein, la baie des Cochons. Donc, et on voit à quoi ça a mené, à la crise des missiles. Bon. Donc, voilà, il parle aussi, bien sûr, de Bush, auquel on aurait dit que la guerre en Irak, ce serait une promenade de santé. Bon, quand on voit ce qui s'est passé, quand on voit le nombre de morts américains, malgré tout. Bref, voilà, donc c'est une alerte, et c'est peut-être un papier qui est arrivé entre les mains de Trump et qu'il a pris la peine de lire, même si on sait qu'il n'aime pas lire. Parce qu'évidemment, une escalade en Amérique du Sud qui tournerait mal pour les États-Unis serait une humiliation redoutable. Et je ne pense pas que ce soit de l'intérêt du président américain actuel, ou d'ailleurs du prochain, parce que, eh bien, parce qu'en tout cas celui-là, il est très matamore, il n'aime que le succès, n'est-ce pas? On se comprend bien. Voilà, donc écoutez, je vous quitte là-dessus. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle clé du monde. On arrive presque à 100. Ce sera la 98e. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir, chers amis.